commencé à me poser la question de savoir est-ce que ces guerres sont hors des processus de sélection de celui qui va gouverner, ou est-ce que ces guerres sont internes, font partie de ces processus de sélection de celui qui va gouverner. Je ne sais pas si vous voyez le défi. C'est-à-dire que si c'est interne, on doit considérer ces guerres comme faisant partie du phénomène électoral. Si ces guerres n'en font pas partie, donc à ce moment-là, on peut parler, par exemple, comme on parle assez souvent, de post-électoral. Donc, voilà. Un des cas, par exemple, bon, vous êtes tous au courant je pense que vous êtes tous des africanistes, vous lisez des choses. Le cas de Côte d'Ivoire, avec au moment où Gbagbo et Ouattara se retrouvent. Alors, donc, la commission dit à un moment que c'est, je crois que c'est Gbagbo qui a gagné, je crois, ou le Conseil constitutionnel dit que c'est Gbagbo au début qui a gagné. Ouattara dit que c'est lui. Bon, et puis après, bon, il y a la guerre. Et puis, Ouattara, on attrape Gbagbo et Ouattara prend le pouvoir. Donc moi, ma question c'était, et puis je vous la pose, mais quand est-ce que l'élu a été vraiment choisi? Est-ce que c'est au moment de la proclamation par le Conseil constitutionnel, c'est ça? Ou est-ce au moment où on a attrapé Gbagbo? Je ne sais pas, je vous pose la question. Je n'ai pas compris la question. Vous n'avez pas compris la question? Non, mais à quel moment on peut dire que le fait électoral était fini en 2010, là? Est-ce le moment où le Conseil électoral dit que Gbagbo a gagné? Ou est-ce que c'est au moment où on attrape Gbagbo et puis on installe Alassane? Il y a encore aujourd'hui, il y a encore des doutes. Ah, alors, là, c'est un peu... Oui. Ah bon, là, si on va comme ça, et effectivement... Non, on va voir qu'il est important quand même de borner les choses. Parce que sinon, on va se retrouver tout le temps en situation électorale. Or, je pense que les Ivoiriens se sont rendus compte qu'à un moment, ils étaient plus en situation électorale. Voilà. Et qu'il y ait des conflits autour de de l'autorité du président, ça, il n'y a pas de problème. Mais il y a quand même un moment qu'il faut vraiment définir, me semble-t-il. Voilà. Oui. C'est pas le moment, le moment où les résultats sont actés. C'est le moment où, je ne sais pas si c'est probant, mais quand le président reconnaît sa défaite. Quand le candidat, le concurrent reconnaît sa défaite et présente ses félicitations. Oui, mais c'est quand est-ce qu'il a reconnu sa défaite? Oui. Quand est-ce qu'il a reconnu sa défaite? Qui a reconnu sa défaite déjà? Puisque les deux disaient nous sommes des vainqueurs. Qui a reconnu sa défaite? Oui, qui? Non, mais c'est pour ça. Alors, bon, donc l'hypothèse, c'est que si on dit que c'est au moment où le Conseil constitutionnel a déclaré, donc c'est fini à ce moment-là, donc ça veut dire que tout ce qui vient après, c'est ce qu'on appelle couramment du post-électoral. Or, si on arrête au moment où le Conseil constitutionnel a énoncé les résultats, donc ça veut dire que Alassane est illégal. Mais or, c'est Alassane qui gouverne. Donc, l'hypothèse que je faisais, c'est que, en fait, le moment où on peut dire que c'est presque fini, même s'il y a des choses qui continuent, c'est au moment où on arrête Gbagbo. Pour inclure les moments de guerre, tout ça, dans le cadre de ces processus-là.
pour dire que l'élection, je ne sais pas si vous voyez, hein, là du coup, vous voyez que j'essaie de faire une distinction entre le processus électoral et les mécanismes de vote. Le mécanisme de vote, on a dit que X a gagné ou Y a gagné, ok? Mais maintenant, il s'agit de le convertir j'allais dire, en victoire électorale. Voilà, hein, grosso modo, l'idée c'est ça. Hein. Je ne sais pas si vous levez le doigt ou si, voilà, hein, parce que je vois, voilà. Essayez de parler fort parce que je suis un peu dur d'oreille aussi. Oui, lorsque le Conseil a déclaré les résultats, c'est Gbagbo qui a gagné ou c'est Ouattara qui a gagné? Alors, il y avait eu un flottement. Il y avait un moment, hein, il avait dit, je crois, Alassane a gagné. En fait, il y a eu de la fraude, il y a eu de la fraude, il y a des irrégularités, et après... Oui. Je pense que c'est la CENI qui a dit que Gbagbo qui a gagné et le Conseil constitutionnel qui a gagné. Voilà. Et c'est ça que Gbagbo n'a pas accepté le résultat, comme c'est le cas aux États-Unis. Oui, mais bon, mais même là, voilà, même là, vous voyez qu'il y a lutte entre deux institutions. Quelle est l'institution qui, a priori, donne les premiers résultats? C'est la CENI. Hein? CENI, c'est quoi? Commission électorale indépendante? Voilà. Oui, bon, après, dans le cas de la Côte d'Ivoire, c'est particulier aussi, parce que la CENI, il n'y avait que des opposants à Laurent Gbagbo. Non, à Ouattara. Ouais. Alors, non, à Laurent Gbagbo, c'était composé que de gens qui étaient hostiles à Laurent Gbagbo. Et le Conseil constitutionnel, c'est quand même l'organe suprême en Côte d'Ivoire. Et voilà, bon, je ne vais pas refaire l'histoire, mais oui. C'est compliqué, quoi. Bon, mais toujours est-il que, voilà, question de fraude. Il n'y a pas... Entendons-nous bien, hein, je ne suis pas en train de dire, je ne suis pas un prof fraude, hein. J'essaie de dire que tout ça, il s'agit de bien l'analyser, de bien le comprendre dans le cadre de ces compétitions électorales. Ma mission en fraude. Hein? Mais il s'agit de voir comment l'inscrire. Il ne s'agit pas de disqualifier des faits électoraux parce qu'on va dire « Ah, ben il fraude ». Hein? Il s'agit de dire au contraire que si, malgré la fraude, le choix s'opère, c'est qu'il faut aller chercher ailleurs. Il ne faut pas le poser, de la fraude. Donc, il ne faut pas poser le vote comme premier. Bon, je ne sais pas, là, c'était une présentation que je voulais faire de moi pour dire comment j'en suis arrivé à cette analyse, à ce travail. Donc, depuis, l'idée de comprendre de manière un peu plus politique ces phénomènes de guerre qui avaient émergé lors du passage des partis uniques à ce qu'on appelait la démocratisation. C'est à ce moment-là que j'ai commencé à me concentrer aussi vraiment sur l'analyse des élections. Et cette fois, pour essayer de comprendre comment, en fait, les élections rentraient dans le cadre de cette transformation de ces sociétés-là et de ces transformations du lien social et du lien politique. Voilà. Et donc, depuis, j'ai élaboré, effectivement, et avec les collègues, donc je présenterai tout à l'heure, en fait, un programme de recherche qu'on avait intitulé « Réexaminer les expériences », réexaminer les élections à partir des expériences africaines, avec l'idée que si on peut comprendre les dynamiques en jeu à partir des expériences africaines, on peut peut-être aussi éclairer d'autres expériences électorales dans d'autres lieux dans le monde. Il ne s'agit pas de dire que c'est exotique, c'est spécifique. Ça dit des choses. Alors, parfois,
Maintenant, alors, il y a des gens qui écrivent dans, dans, dans des ouvrages épistémologiques. Alors, si vous regardez un texte des Komarov, alors qui s'appelle Théorie à partir des Suds, alors, et puis l'idée, c'est comment, en fait, on peut comprendre le monde, comment les expériences des pays des Suds nous aident à comprendre presque l'avenir du monde. C'est un peu aussi ça. C'est-à-dire, ce qui s'est passé aux États-Unis avec Bush, peut-être qu'il va revenir encore, j'en sais rien, hein, mais avec Bush, il y a 4 ans, ils ont pris d'assaut Trump, pardon. Oh, mince, excusez-moi, Trump. Mais vraiment, cette histoire de 6-9, là, ça me met dans un état. Avec Trump, excusez-moi. Hein? Vous vous souvenez hein, avec Trump? Pardon? C-O-M-A-R-O-2-F. Avec Trump. Vous vous souvenez, hein? Ils ont pris d'assaut le Sénat. C'était presque du jamais vu. Bon. Je pense que si les Africains pouvaient comprendre, ils comprenaient ce qui se passait. Hein, il me semble. Ce qui s'est passé, cette fois maintenant, je crois que je ne me trompe pas, entre Bush et Al Gore, je ne sais pas si vous vous souvenez, où il a fallu que, du coup, ce soit la Cour constitutionnelle qui refasse, qui les départage, et plus le truc du vote. Je crois que si on était africain, vous, les Africains, pouvaient le comprendre, bien aussi. Ce qui s'est passé ici, quand Sarkozy a été élu, je ne sais pas, vous étiez déjà né, donc vous savez que pendant au moins 15 jours, c'était des manifestations. Hein. Alors, il faut annuler tout, parce que là. Et puis, même certains avaient décidé que si Sarkozy est élu, ils allaient quitter le pays. Mais ils n'ont jamais quitté le pays. Ça, c'était Yannick Noah. Mais les autres, voilà. Hein. Mais tous ces phénomènes-là, hein, en fait, c'est essayer de rendre un peu raison de ça pour comprendre voilà, l'effet électoral. Voilà, donc c'était un peu autour de ça, hein, que tout à l'heure, quand je vais vous présenter le programme, hein, bon, tout le long de l'année, en fait, c'est autour de ça que ça va tourner. Et on va graviter. Bon, alors, donc là, je vais présenter rapidement donc le projet et puis le programme. Voilà. Donc, l'essentiel de mon propos aujourd'hui, donc, c'est de présenter une partie d'un travail collectif que nous menons depuis plusieurs années, donc qui est quasiment impossible à résumer. Donc, ce travail est adossé à un outil de recherche qui a la forme d'une plateforme électronique que nous avons élaborée, et cette plateforme électronique s'appelle Electa, E-L-E-Q majuscule T-A. Donc, vous pouvez le voir sur le site, c'est www.electa.org. Alors, Electa, comme je disais tout à l'heure, hein, que vraiment, c'est Pietro qui est la cheville ouvrière, puisque c'est Pietro qui l'a conçu, Electa. Hein. Donc, nous, on a des idées, et puis on n'est pas vraiment compétent pour tout ce qui est informatique, plateforme. Donc, Pietro a des idées et des compétences. Et donc, c'est lui qui a... Ça marche. Oui, ça marche, mais bon. Pietro, déjà, il y a eu une remarque ici, il paraît que ça marche pas. Mais bon. Normalement, ça doit... Hein? Oui, ça, c'est un site vitrine, c'est pas la plateforme en tant que telle.
Ah, d'accord. Ça marche pas. Ok, ben tu peux mettre l'adresse de la plateforme dans le fil de la conversation pour que les gens voient. Je vais le faire, on ne voit pas grand-chose quand on se connecte. Ou même, non mais c'est pas grave, tu peux envoyer dans un message après, hein, pour que les gens voient. Alors, donc, dans cette plateforme, sont stockées les données recueillies sur des terrains africains. Et alors, pour l'instant, on travaille en collaboration avec des collègues de 11 pays au moins. Hein. Alors, donc, on travaille à partir d'une définition comparative et qualitative de l'élection, hein, que j'ai commencé un peu à brosser tout à l'heure, hein, définition qui est séparée de la notion quantitative de vote. Car, de notre point de vue, hein, souvent des confusions existent ou qui valorisent en fait, hein, qui s'appuient sur un point de vue, à notre sens, un peu eurocentré, où l'élection est souvent réduite au vote. Alors, cela l'est d'autant plus dans les systèmes politiques qui valorisent la règle de la majorité. Alors, ce que je vous dis, c'est pour ça que je vous avais demandé de lire les 5 premières pages là. Donc, bon. En fait, je peux aller plus vite pour que ce soit plus interactif. En fait, ce que je dis là, vous allez le retrouver sur ces... dit autrement, mais en fait, c'est la même chose presque dans les 5 pages que je vous avais demandé de lire. Alors, donc, c'est une définition comparative et qualitative de l'élection qui est séparée de la notion quantitative de vote. Car souvent, effectivement, le vote et l'élection est réduite au vote, et souvent dans les systèmes politiques qui valorisent la règle de la majorité. C'est-à-dire là où on a l'impression que tout se réduit à l'équation qu'un homme ou une femme égale à une voix, et qu'il suffit de favoriser en fait cette procédure pour comprendre l'élection et pour comprendre aussi l'adhésion des citoyens, hein, par rapport à celui qui a été choisi, par rapport à l'élu. Or, dans les systèmes où cette règle semble contredite, on a tendance à douter qu'on se trouve en face des phénomènes qu'on peut qualifier comme étant des élections. Alors, c'est pour ça que dans le texte que je vous ai demandé de regarder, hein, c'est pour ça que certains auteurs doutaient, alors, puisque c'est des textes assez anciens, mais je ne sais pas si maintenant on peut dire toujours la même chose, mais bon, mais toujours est-il qu'à un moment, mais même le sens commun en Afrique, parfois, doute aussi que des élections aient lieu en Afrique. Ce qu'on formule de manière nuancée, c'est qu'il n'y a pas, quand on accepte à peu près, on dit que, en fait, c'est que des simulacres d'élections, il n'y a pas d'élections sérieuses. Alors, il y a un fait sur lequel je veux insister pour dire que les choses sont beaucoup plus compliquées que ça. Alors, ça, c'est des enquêtes, mais c'est aussi des constats que vous pouvez faire. S'il y en a certains d'entre vous qui se sont retrouvés en Afrique, dans un pays africain, au moment des élections, hein, de ce qu'on appelle les élections. Alors, souvent, vous allez voir que ce moment-là est vécu par les habitants comme un moment terrifiant. Un des indices, souvent, c'est que surtout dans les villes, hein, plusieurs citadins souhaitent ne pas se retrouver dans la ville au moment du vote ou surtout ne pas se retrouver dans la ville au moment de l'annonce des résultats. Il y a toujours l'idée que ce moment-là, hein, les choses vont exploser. On risque de mourir. Et ce sentiment est beaucoup plus fort aussi dans la capitale. Donc souvent, alors vous pouvez aussi mesurer ça, si vous allez vous mettre devant des centres commerciaux, ces moments-là, vous voyez que beaucoup de gens vont faire des stocks, hein, pour éviter effectivement de sortir. Mais
beaucoup aussi vont plutôt essayer de partir au village ou partir loin. Voilà. Donc, ça veut dire qu'il y a quand même quelque chose de sérieux qui se passe à ce moment-là. Alors, si donc ce moment électoral est terrifiant, cela doit signifier que l'élection y est aussi une affaire sérieuse. Même si, bien entendu, on y reviendra, la procédure de vote n'y occupe pas la même place que dans les régimes où la règle de la majorité s'applique. Donc, c'est ça le pari ici du séminaire. Donc, c'est précisément que dans l'expérience des gens, des Africains, il y a quelque chose qui se passe qui concerne le choix de celui qui va gouverner, et ce moment est un moment terrifiant. Ça devient peut-être de moins en moins terrifiant, mais il y a eu un moment où c'était vraiment un moment terrifiant. Donc, si on prend ça en compte, alors il s'agit maintenant de se dire de quoi on parle lorsqu'on utilise cette notion d'élection. Donc, c'est pour répondre à cette question que nous avons donc élaboré une définition comparative qui dit simplement ceci, que l'élection est l'action par laquelle toute société se met en mouvement pour se choisir un de ses membres. Donc, ce membre va présentifier cette société aux yeux de tous, donc le présentifier en tant que totalité politique. Et par ce mécanisme, on opère aussi, en fait, par des dispositifs de consentement qui vont permettre qu'on consent à obéir pendant une durée déterminée ou indéterminée à celui qui va gouverner. Donc là, il est autorisé à gouverner et nous sommes autorisés à lui obéir. Donc, vous voyez, là, du coup, l'élection est une procédure relativement longue et complexe. Et à l'intérieur de laquelle il y a des outils ou des procédures qui sont utilisées. Le vote ne serait qu'une étape de ce point de vue-là. Alors, je vais préciser, donc je dis que l'élection, c'est l'action par laquelle toute société se met en mouvement pour choisir un de ses membres. Pourquoi un membre? Alors, là, le modèle, grosso modo, c'est plutôt par rapport à l'élection présidentielle, grosso modo, mais qu'on peut aussi réfracter à d'autres niveaux. Parce qu'il s'agit souvent de choisir quelqu'un, même s'ils vont occuper plusieurs positions, mais on choisit quelqu'un. Un membre, pourquoi un? Mais si on reste au niveau des élections présidentielles, parce que n'importe où dans le monde, chaque société, maintenant, nous on peut parler même de chaque État, est présentifié. Présentifié, c'est un terme de Carl Schmitt, c'est tout simplement rendre présent quelque chose, rendre présent. Rendre présent quelque chose qui n'est pas visible à l'œil nu, donc on rend présent. Donc ici, ce qu'on va rendre présent, c'est la totalité politique. Ok. Alors, donc, pourquoi un membre? Parce que n'importe où dans le monde, toute société ou tout État est présentifié seulement par une seule personne et dans une personne. OK? Alors,
Je ne sais pas si vous avez déjà vu quelque part une société ou un État qui est présentifié en même temps par deux personnes. Oui? Les États où il y a un roi et, Vous pouvez parler fort, j'ai... les États où il y a un roi ou une reine et un premier ministre. Oui, mais il y a quand même un qui est quand même plus... Comment? Celui qu'on dit qui est le plus important. Je sais pas, même en Angleterre. Mais qui présentifie la société anglaise et qui présentifie le Commonwealth? Hein? C'est le pouvoir royal. C'est? Le pouvoir royal, pardon. Mais c'est qui? Le roi. Ouais, il a un nom. Je sais pas comment ça s'appelle. C'est Charles. C'est Charles. Voilà. Bien entendu qu'il y a un Premier ministre qui administre les choses. Il n'y a pas de problème. Mais c'est comme dans les westerns. Hein. Vous adorez les westerns. Hein. Il n'y a qu'un chef du groupe qui est parfois le plus lâche, le moins fort, le moins nanana. Et puis, le but, c'est de l'attraper. Dès qu'il est attrapé, c'est fini. Le groupe se dissout. Donc, c'est lui qui est... C'est ça l'idée de présentifier. C'est ça, en fait. C'est que c'est lui, c'est son corps qui est, voilà, l'État. Au Congo-Brazzaville, je vous assure que si demain, vous allez attraper Sassou Nguesso, mais c'est fini. Donc, il y a un bouleversement. Vous allez attraper Biya, c'est la même chose, ou je ne sais pas qui. C'est ça, un membre. Et pourtant, Biya n'est jamais là. Mais un membre, c'est lui, où qu'il soit. C'est ça l'idée de un membre. Donc là, vous avez toute la mystique du pouvoir. Vous pouvez regarder ce que dit Kantorowicz ou tout ça, le corps du roi, des choses comme ça. Mais c'est investi dans un corps naturel. Un corps naturel. Alors, donc, de même, ici, je dis aussi, pour se choisir donc un membre, pour le présentifier aux yeux de tous. Alors, la référence à tous ici se rapporte aux membres propres de la totalité politique en question, donc Camerounais, aux Congolais, aux Français, etc., d'abord, mais aussi à ceux des autres totalités politiques. Parce qu'ils n'existent pas de manière isolée sur la Terre. Alors, et enfin, il y avait un terme qui était important, qui expliquait, essayait de rendre compte de l'adhésion de tous à ça, c'est le terme de consentement. Consentement de tous à obéir à cette personne. Alors, à obéir à cette personne en ce que cette personne les commande politiquement, c'est-à-dire les gouverne. Alors, on va voir que cette histoire de consentement est très importante dans notre dans notre affaire. Parce que c'est en scrutant précisément ces phénomènes de consentement qu'on essaie de marquer un peu la différence. Donc, le consentement ici, on essaie de prendre, si vous êtes foucaldien, ça ressemble beaucoup à la question de gouvernement chez Foucault, gouverner. C'est-à-dire, une des définitions, c'est conduire la conduite des autres, comme dit Foucault. Donc, la conduite, c'est-à-dire qu'il y a une liberté qui fait qu'on se conduise d'une certaine manière. Mais comment on peut conduire? Donc, la conduite des autres. Donc,
consentement, il y a ça, mais c'est aussi, on verra tout à l'heure, dans le sens de Max Weber, dans les systèmes de domination tels qu'il le définit. Hein. Et chez Weber, dominer n'est pas, comment on appelle, dans la domination, il y a toujours une adhésion de celui qui est dominé au système, parce qu'il adhère à ce qui autorise le dominant à le commander. Donc, en même temps qu'il autorise à le commander, donc lui, en fait, il s'autorise à lui obéir. Donc, c'est vraiment autour de ce consentement, de cette histoire de consentement, me semble-t-il que la différence est importante parce que le consentement aussi, c'est ce qui fait que, qu'est-ce qui va faire que quelqu'un qui était comme nous, à la suite de l'élection, cette personne devient différente de nous et que nous, en fait, on s'aligne derrière elle. Qu'est-ce qu'il fait? Comment le comprendre? Donc ça, c'est ce qu'on va essayer de comprendre à partir de cette notion-là de consentement. Alors, c'est là qu'on veut vraiment faire la différence avec les approches qui réduisent l'élection au vote. Parce que par le consentement, je vais y revenir tout à l'heure, va se concrétiser des formes d'autorité. Quand je dis autorité, des formes d'autorisation. Donc, en fait, qu'est-ce qui m'autorise à commander? Qu'est-ce qui autorise à commander? Qu'est-ce qui autorise à être commandé? C'est-à-dire, qu'est-ce qui autorise à obéir? C'est la même chose dans cette question. Alors, donc, c'est des formes d'autorité ou d'autorisation dans lesquelles le pouvoir politique symbolise. Et ce pouvoir politique symbolise pour fabriquer et refabriquer à sa manière des accords entre ceux qui sont gouvernés et ceux qui gouvernent par le corps de l'élu. Et tout ça, en fait, ces consentements se passent de manière évidente, comme si ça allait de soi. Donc, quelque part, on peut dire que l'élu va avoir la logique sociale et la logique politique pour lui. Alors là, vous pouvez regarder les textes, le texte de Bourdieu, qui s'appelle sur le fétichisme de... Bon, je vous enverrai la bibliographie après, où dans ce texte, Bourdieu montre un peu quelque chose d'assez a priori qui peut nous sembler paradoxal. Dans les systèmes de représentation, on a l'impression que c'est la multitude qui va instituer le souverain, celui qui va être à leur tête, qui va instituer, donc les mandants vont instituer le mandataire. Faites ce qu'il dit, celui qui institue vraiment, c'est plutôt le mandataire, celui qui a été. C'est-à-dire, celui qui va instituer, c'est plutôt le souverain. C'est lui qui institue cette totalité. Donc, je vais vous envoyer cette référence.
Voilà. Ah, heureusement que j'ai des gens avec moi. Ah, ah. Merci, Cécilien. Voilà. Donc, c'est important de voir en fait comment ces choses peuvent s'inverser. Alors, mais ce sur quoi je vais insister tout à l'heure, en fait, on va voir qu'il y a deux types de formes d'autorisation. Alors, il y a des types de formes d'autorisation que on va appeler des formes sociales d'autorisation. Et puis, vous avez de l'autre côté l'autre type qui est des formes politiques d'autorisation. Alors, et il y a une relation entre les deux types de formes, donc sociale et politique. Donc, on va revenir là-dessus après. Et on va s'apercevoir qu'en fait, cette relation entre les deux types de formes n'opère pas de manière aléatoire. En fait, ils opèrent en suivant quelque part des schémas qu'on peut dire presque, je mets des guillemets, parce que c'est pas dans le sens statique, des schémas préétablis, et qui sont sous la forme des intrigues, quelque part. Donc, je vais revenir là-dessus. Et c'est pour saisir ces dynamiques-là d'articulation ou de passage des formes sociales d'autorisation en forme politique d'autorisation, de consentement, pardon. C'est pour essayer de saisir les relations entre les deux dans le cadre des faits électoraux que, en fait, on a élaboré cette approche narrative. Donc, vous voyez, vous allez voir, en fait, il ne s'agit pas seulement de compter, il s'agit de suivre ce qui va se passer au niveau de ces formes de consentement. Parce que au niveau de ces formes, c'est la question du lien social, du lien politique qui se joue. Et comment ça se reconfigure. Alors, donc, bon, là, je vais donner la parole tout à l'heure. Alors, je vais présenter donc trois choses. Mais la première, je vais m'attarder un peu, présenter des cas, deux cas, pour que vous puissiez comprendre. Et à partir de ces cas, bon, peut-être aborder les formes immanentes d'autorité, c'est de consentement, non? Et puis dans le troisième, peut-être présenter l'intrigue, si j'ai le temps. Mais au moins, dans un premier cas, ce que je peux faire, c'est peut-être présenter plus pour la discussion les deux cas, et puis après on voit comment ça se passe, et puis après je présente le programme pour l'année, puisque de toutes les façons, les formes d'autorité, on va y revenir, et puis les intrigues aussi, on va y revenir, et l'articulation aussi, on va y revenir. Voilà. Alors, je vous passe la parole, votre question. Essayez de parler fort. Sincèrement, je suis dur d'oreille. D'accord, c'est pas une question, c'est plus une remarque. On peut aussi se dire que ces formes d'autorisation, que sur le continent, on peut retrouver, en discutant par exemple avec les gens, on peut très bien voir que des gens ne vont pas aux élections, ne vont pas voter. Mmh. Donc, je ne sais pas pourquoi. Mais on trouve ça aussi même ici. Oui, mais c'est ce que j'ai dit tout à l'heure. C'est-à-dire que ce qu'on essaie de faire, c'est pas seulement, c'est pas que
bon, il y a des anthropologues. Il y a des anthropologues dans la salle. Ce que je vais dire, c'est pas péjoratif. Je veux dire que c'est pas que de l'anthropologie qu'on va dire. C'est pas que de l'anthropologie ou de l'ethnologie. Ce qu'on dit, ou c'est l'anthropologie dans le sens le plus noble du terme, c'est-à-dire dire quelque chose de l'homme. C'est-à-dire que, c'est pour ça que quand on dit à partir de, réexaminer les élections à partir des expériences africaines, à partir, ça veut dire que ça permet de dire des choses de partout. Alors que, tel que c'était dit avant, c'était seulement examiner les élections, mais sans les autres, puisque les autres, de toutes les façons, c'est que des... Comment? On n'y comprend rien, parce qu'il n'y a pas de majorité, la règle de la majorité qui marche, et le vote, ça ne marche pas, etc., etc. Mais l'idée de « à partir de », en anglais, c'est « from ». Ça dit quelque chose du monde, mais à partir de l'Afrique. Voilà. C'est ça, en fait, l'idée. Bon. Je donne au moins les cas, et puis après, on va. Alors, donc, il y a deux cas. L'un, vous avez lu, donc je serai un peu rapide, c'est celui du Congo. Non, je vous avais dit de vous arrêter à la porte, mais bon, je pense que vous êtes tellement curieux que vous avez été au-delà des 5 pages. Bon, si vous l'avez fait, c'est bien. Alors, sinon, oui, pardon. Tout le monde au fait, tout le monde ici a reçu les messages ou pas? Oui. Non, toi, c'est normal. Moi, j'ai reçu votre message qui m'a été accepté, votre message personnel, pas le message automatique. Mais je n'ai pas reçu les textes. Moi, je m'attendais à recevoir les textes par mail. Oui, mais les autres l'ont reçu. Oui. Donc, vous êtes... OK. Vous appelez? Élie. Hein? Élie. Élie. Pietro, il y a Élie qui n'a pas reçu, donc on le réintègre. Claire n'a pas reçu, mais elle, on va le réintégrer sans problème. Mokhtar, lui, bon, il n'y a pas de problème. Vous l'avez reçu, vous? Oui. OK. Voilà. Peut-être, s'il vous plaît, faites un tour des adresses mail de la salle quand même. Comme ça, j'aurai toute la liste précise parce que... Non, mais il va en marquer. Ceux qui n'ont pas reçu, vous marquez là-dessus. Ou sinon, écrivez sur le... Mais mettez seulement une croix, puisque je crois que j'ai vos... je vous ai écrit? Oui. OK, alors, mettez une croix. Vous avez reçu? Ah, OK. Ceux qui n'ont pas reçu, je veux dire. Moi, j'ai les mails de vos mails. Si vous avez reçu l'acceptation, c'est que j'ai votre mail. OK? Bon. Donc, je vais continuer maintenant par rapport, en venant au cas. Alors, je vais commencer par le cas du Gabon. Donc, à la mort d'El Hadj Omar Bongo, qui était un des piliers en tant que personnage politique africaine, qui était quelqu'un d'important, qui est resté au pouvoir assez longtemps au Gabon. Quand je dis assez longtemps, disons très longtemps au Gabon. Donc, quand il meurt, les logiques politiques vont faire que, lors des élections de 2009, les Gabonais vont choisir son fils, Ali Bongo, pour succéder à la tête de l'État. Donc, ce type de succession qu'on peut dire quasi, je mets des guillemets, dynastique, se retrouve ailleurs.
hein, dans les pays africains. Au Togo, on avait ça avec le fils Yadema. En RDC, on a eu ça avec Kabila et maintenant on a Tshisekedi. Bon, bien que Kabila, lui, il succédait à son père qui était président, alors que Tshisekedi ne succède pas à son père. Tshisekedi, en fait, son père était l'opposant politique. Mais il y en a quand même quelque chose de forme de quasi dynastique. Un enfant succède à son père. Au Kenya, on avait aussi un peu la même chose, le fils de Jomo Kenyatta, qui, voilà, etc. Donc, vous voyez que ce type, ce que plus tard, c'est ce que j'appellerais l'intrigue, n'est pas spécifique qu'à un seul pays. En fait, on le voit reproduit dans un certain nombre de pays africains. Et ça rend compte d'expérience de ces pays-là. Donc, si on revient au cas du Gabon, donc en 2009, le fils succède au père. En 2016, des élections, donc le fils est reconduit. Donc, le nom de Bongo est reconduit. Alors, donc, on a une continuité. Mais en 2018, suite à une crise cardiaque, ce fils se trouve amoindri et est presque incapable de se mouvoir. Je ne sais pas si vous avez regardé, même si vous ne vous intéressez pas au Gabon, mais il y a des... Bon, pour ceux qui pouvaient regarder les rencontres, par exemple, entre Macron et Ali Bongo, où il était obligé d'aller l'attraper pour le voir, pour qu'il se meuve, quoi, pour qu'il bouge. Alors, donc, assez curieusement, est-ce que c'est curieux? C'est pour nous. Mais celui qui a du mal, celui qui est diminué physiquement du fait de cette maladie, va se présenter quand même pour un 3e mandat l'année dernière. Alors, il faut préciser que qu'il soit dans un état physique délabré ne pose pas de problème. En effet, il y a aussi d'autres pays comme l'Algérie, je ne sais pas si vous vous souvenez, où lui c'était carrément un mort-vivant. Il fallait, pour bouger la main, il fallait qu'on le tienne pour qu'il bouge la main. Ça, c'était l'Algérie. Le Zimbabwe, je ne sais pas si vous vous souvenez. Bon, mais comme il y a Camerounais ici, c'est pour ça que je n'ai pas voulu commencer par ça. Cameroun aussi, avec Biya, qui n'est jamais là. Et qui d'ailleurs, là je reviens du Cameroun, il est rentré... Oui, non, mais j'étais au Cameroun quand il est rentré. Donc les gens se demandaient, est-ce que c'est vraiment lui qui marchait? Est-ce que 91 ans, voilà, donc c'est Biya est rentré. La veille, il y avait coupure d'électricité générale et tout le monde a dit, c'est qu'il va rentrer, c'est son retour mystique. Voilà, bon, mais, donc, mais ce que je veux dire, vous voyez que Ali soit dans un état délabré n'est pas un problème. Il peut se représenter et c'est ce qu'il a fait. Donc, vous voyez, ça veut dire que la société peut sélectionner, vous allez me tomber dessus après, mais c'est pas grave, mais toujours sélectionner quelqu'un qu'on peut identifier un zombie. Laisse-moi d'abord finir et puis après je te donnerai la parole là-dessus. Donc, on a le sentiment que la machine étatique, dans ces cas-là, fonctionne, mais sans la présence de ce personnage. Mais ça, c'est important. Ce qui veut dire que beaucoup de gens pensent que les systèmes est tellement personnalisé que sans ces personnes-là, ça ne marche pas. Et puis, il y en a d'autres qui pensent que, bon, la RDC, on a vu ça,
comme à l'époque, faire un coup d'État, ça veut dire aller seulement attraper le chef et puis c'est fini. Vous vous souvenez que sur la Pentecôte de cette année, en RDC, je ne sais pas si vous vous souvenez du coup d'État la tentative de coup d'État qui s'est passée en RDC. Hein? Donc, ils sont rentrés et ils commençaient à appeler. Alors, Fatih, c'est le surnom de Tshisekedi. Hein? Tu es où? Alors, viens. C'est pas possible. Ce n'est plus possible. Peut-être qu'à l'époque lointaine, c'était possible. Ah non, c'est une machine. Hein? C'est une machine. Donc, voilà. Donc, cette machine a besoin donc ici du coup de cette personne. Alors, donc, comme je disais, au Gabon, on pouvait s'attendre à ce que son état physique ne pose pas de problème. Alors, ça n'a vraiment pas posé de problème parce que le jour de la proclamation, même si c'était fait à des heures indues, hein, aux heures mystiques de très tard la nuit, et très tôt le matin, je crois que c'était vers 5 heures, je crois, du matin. À la proclamation, il est annoncé vainqueur pour un troisième mandat. Mais, à la surprise générale, une demi-heure plus tard, les militaires annoncent un coup d'État, sans effusion de sang. Alors, ce qui fait dire à Radio Trottoir, donc la rumeur publique gabonaise, que le Gabon est béni des dieux. Et depuis, ils sont en transition. Voilà. J'arrête là. Franck, ta question, c'était, ou ta réaction? C'est une remarque. C'est heureux qui nous, à l'époque, nous indiquait comment quelqu'un qui était vraiment adoré en Amérique du Sud, c'était un catholique. Quelqu'un. Mais il avait cette fonction d'idéal. Voilà. C'est ça, en fait. Hein? Grosso modo. OK? Donc, alors, ce cas gabonais est intéressant pour nous. Pourquoi? Parce qu'on y remarque au moins un certain nombre de faits qu'on peut mobiliser dans le cadre de cette analyse. Déjà, l'usage des formes qui justifient le choix dans ces sociétés, des formes de consentement. C'est-à-dire, on va consentir à obéir au fils du père. Donc là, c'est le nom du père. Hein, le nom Bongo, hein, qui est là, hein, donc dans le quasi-dynastique. Hein, donc on conçoit dans le choix d'être gouverné dans un système quasi-dynastique. On voit aussi que ce qui est mobilisé ici, il y a l'ordre du sacré aussi qui est mobilisé ici. C'est pas pour rien. J'avais commencé, hein, le papa c'est El Hadj. Hein, le papa est né Bernard Bongo, Albert Bernard Bongo. Donc il s'est converti à l'islam et il a fait donc, comment on appelle le pèlerinage à la Mecque. Donc c'est pour ça qu'il est El Hadj. Alors, son fils, j'ai oublié, c'était quoi son prénom? En fait, lui aussi, il est Ali. Voilà. Donc, on mobilise aussi ça. Et ce qu'on voit aussi, c'est qu'il y a l'usage de la force. Même s'il n'y a pas eu effusion de sang, c'est quand même l'armée qui prend le pouvoir. Donc, toutes ces choses-là, hein, les formes de consentement, pardon, ce qui est d'ordre dynastique, ce que j'ai dit d'ordre dynastique, renvoie à vous voyez que j'avais insisté dessus, renvoie
quelque chose qui est une... comment? Pas de problème. Centre-ville. Okay. Est-ce que je pourrais vous contacter par mail pour avoir les conditions de validation? Ok, il n'y a pas de problème. Merci. Ah ouais, parce que sinon, on allait être obligé d'évacuer la salle. Colis oublié, c'est grave. Voilà. Au revoir. Vous voyez, en fait, ce que je voulais comme quasi-dynastique, hein, ou fils de, qui succède, c'est une forme d'intrigue, hein, qui permet de rendre. Et puis, ce que j'appelle la sacrée, force, tout ça, ce sont les formes de consentement du politique. Voilà, en grosso modo, c'est un peu ce que je voulais dire là. Alors, donc, je passe au deuxième cas que vous avez peut-être lu, qui est celui du Congo-Brazza. Alors, Congo-Brazza est donc dirigé par Denis Sassou Nguesso. Les Congolais disent de manière c'est affective, je ne sais pas, Denis. Hein, donc, Denis, c'est Denis qui est au pouvoir. Donc, c'est Sassou Nguesso. Donc, Denis avait été déjà de 79 à 92 l'ancien président, donc sous le régime du parti unique. Donc, à la fin de ce régime, donc au début des années 90, hein, vous vous souvenez que ces régimes, beaucoup de ces régimes, mais surtout en Afrique francophone, avaient adopté la formule des conférences nationales, hein, pour passer dans un nouveau monde. Et puis, ces conférences nationales prônaient plutôt l'idée de plus jamais ça, plus des violences, on met tout à plat, hein, pour évoluer. Alors, donc, pendant la conférence nationale, et un peu avant, Sassou Nguesso est très combattu, et par pratiquement tout le monde. Alors, et ils se font d'un discours à la Émile Zola, hein, qui est, le titre, c'est J'assume. Donc, Émile Zola, c'est J'accuse. Lui, il assume. J'assume tout, hein, puisqu'on est dans un système comme ça. Donc, Sassou est battu lors des présidentielles de 1992 et les Congolais optent pour un technocrate, Pascal Lissouba. J'insiste sur l'idée de technocrate ici, hein, parce que ça renvoie plus tard, que je dirais, c'est une forme immanente d'autorité, qui est celle d'obéir aux plus intelligents. Donc voilà. Donc, Pascal Lissouba va triompher, et son triomphe réalise ce que j'ai appelé dans mes tentatives de comprendre en fait la dimension politique de ces violences, ce que j'appelais moi les parcours de légitimité, hein, politique. Alors, bon, mais rapidement, ces parcours en fait c'est scandé par trois moments. Hein. Il y a un premier moment où un acteur, le premier temps, l'acteur politique est identifié comme opposant. Et donc, en tant qu'opposant, il va maintenant subir, hein, les violences du pouvoir en place. Hein. L'idée de subir les violences, c'est aussi à travers ça. Pardon? Ah, parlez fort. Hein. Mais comment on appelle? Un leader qui est pointé à un moment comme étant un opposant politique. Et c'est lui qui va subir les violences. Sassou Nguesso, oui. Mais violence, ici, c'est pas seulement dans le sens physique, hein. Ça peut être aussi moral. Hein. C'est pour ça que Sassou Nguesso se sent obligé d'écrire ce fameux truc, j'assume. J'assume. Parce que, voilà, dans le premier temps, il est, lui,
dans le point, par rapport au champ politique, vraiment celui qui est rejeté. Alors, dans un deuxième temps, ce leader est banni du champ politique. Et c'est dans un troisième temps qu'il revient à la suite d'un soutien populaire en sa faveur. Bon, je vais faire un aparté, puisqu'il y en a un cas plus récent. C'est le cas de ce qui s'est passé au Sénégal, avec Sonko et puis le président. Vous vous souvenez qu'à un moment, ils sont presque pointés comme étant des opposants, et dans un deuxième temps, bannis, c'est l'emprisonnement, et dans un troisième temps, sortis, et puis voilà. C'est ça, c'est pendant ce périple qu'ils acquièrent ces qualifications pour être choisis. C'est ça que, disons, j'appelle ici le parcours de légitimité. Voilà. Donc, si on revient dans le cas de Lissouba, en fait, en 92, Lissouba, lui, il est en position de vivre sa troisième étape du parcours de légitimité, parce que Lissouba revenait d'un exil de plusieurs années au Kenya, à l'étranger. Alors, son choix est couronné par l'adhésion massive des Congolais au deuxième tour, face à un adversaire qui s'appelait Bernard Kolela. Alors, ce dernier-là, et ce dernier aussi, en fait, on peut décrire son parcours de légitimité, parce que pendant plusieurs années, pendant le parti unique, c'était celui qui était perçu comme étant l'opposant historique au système du Parti congolais du travail, donc au système socialiste scientifique de cette époque. Et donc, Bernard Kolela était souvent mis en prison pour ses prises de position. Alors, mais les atouts que va mobiliser Bernard Kolela ici sont plutôt d'ordre religieux. D'ailleurs, les Congolais vont s'imaginer à travers lui dans une situation d'attente messianique en le surnommant Moïse. Donc, Moïse. Alors, même ceux qui ne lisent pas la Bible savent que Moïse a indiqué la terre promise, mais le problème, c'est que Moïse n'y arrive jamais. Et il indique la terre promise. Voilà, il est Moïse. Voilà. Donc, il est deuxième. Donc, Moïse est le deuxième. Le premier, c'est le technocrate Lissouba. Et en troisième position, c'est Sassou Nguesso. Donc, le militaire, d'une certaine manière. Donc, un peu la force. Et, alors, le problème de Sassou Nguesso, il quitte le pouvoir. Donc, si on reprend le modèle du parcours de légitimité, en fait, il se retrouve maintenant dans une situation où il entame la deuxième étape de son parcours de légitimité. Parce qu'il est vilipendé, il quitte le pouvoir, et il quitte même le pays pendant près de 2 ans. Il vit ici. Alors, à la veille des élections prévues en 97, il va retourner au pays et va être accueilli par une effervescence populaire. Voilà la troisième étape. C'est-à-dire que les gens vont oublier ou dire, au moins, avec Sassou Nguesso, les salaires étaient payés régulièrement. Au moins avec Sassou Nguesso, en fait, tout était bien, quoi, grosso modo. Alors que quand Sassou Nguesso était là, rien n'allait. Il était obligé de dire j'assume, mais là, on avait oublié. Mais effervescence populaire.
Alors, Sassou Nguesso espère revenir au pouvoir lors des élections, tel un phénix qui renaît de ses cendres. Mais on a eu le même cas à cette époque-là dans un certain nombre de pays. Là, le phénix qui renaît de ses cendres, me semble-t-il, ça ressemble aussi à une espèce d'intrigue. On a vu la même chose au Bénin, on a vu la même chose à Madagascar. C'était au même moment. Et donc, Sassou Nguesso est dans cette position-là. Mais ailleurs, ils viennent à la suite de manière... Mais au Congo-Brazzaville, Sassou Nguesso va revenir vraiment à la suite d'un... Comment on appelle? D'un conflit armé. Alors, par la suite, Sassou Nguesso va diriger un gouvernement de transition et en 2006, il y a une nouvelle constitution qui est promulguée où le président est soumis à 2 mandats de 7 ans. C'est quand même beaucoup, hein. 2 mandats de 7 ans, ça fait 14 ans. Avec l'idée qu'au bout de 14 ans, hein, quand c'est fini, hein, comme on dit en lingala, hein, Abou Pia, c'est fini, il part, il laisse. Il est donc élu à 2 reprises. Mais quelque temps avant la fin du 2e mandat, il y a des gouvernements qui vont imposer, malgré des manifestations populaires intenses, un référendum pour réviser la Constitution et surtout, quand je dis réviser, c'est faire sauter la clause de limitation des mandats. Donc, avec l'idée que le président pouvait être élu, cette fois pour des mandats de 5 ans, mais autant de fois qu'il veut se présenter. Or, ça aussi, c'est quelque chose d'important qu'on peut constater. Hein. Tout Congolais savait que si Sassou faisait sauter la clause, c'était sûr que Sassou allait être réélu. Alors, dans beaucoup de pays africains, on dit ça aussi de manière crue. Alors, certains disent que c'est d'abord Bongo qui l'aurait énoncé de cette manière-là. Hein? On n'organise pas les élections pour les perdre. Hein? Bon. En fait, ça ne veut pas dire que ça se réalise toujours comme ça, hein, mais tout simplement, c'est pour dire que il y a des fortes chances que celui qui est au pouvoir soit réélu. Je dis pas qu'il est... Je ne parle pas de fraude, hein, et je ne dis pas qu'il ne fraude pas. Hein, je ne dis pas... Hein, je dis il y a des fortes chances qu'il soit toujours là. Donc, c'est ce que craignaient les Congolais. Donc, dès que c'est sauté, Sassou avait donc encore continué pour 2 mandats de 5 ans. Et donc là, la prochaine, ça va être en 2026. D'accord. Vous voyez, hein, donc vous ajoutez déjà, avant les 14 ans, il avait déjà eu 3 ans de transition, 14 plus 10 ans. Voilà. Et tout ça, il y a des votes. Hein. C'est ce qu'on dit. Mais est-ce qu'il va... Bon, attendons. Hein. Bon, c'est ce qu'on dit. Mais même si c'est son fils qui passe, on aura l'intrigue de fils d'eux qui... Voilà. Mais là, avec lui, on peut avoir maintenant, avec la vieillesse, une intrigue presque du style zombie, ou je sais pas quoi. Voilà. Mais... Il a 80 ans, ça va. Alors. Donc, il a encore... Oui, bon alors. Comme les Congolais sont tous des mauvaises langues, ils disent toujours... Il est né vers 1942. Alors, vers là, hein, le battement du vers, ça peut être de 10 ans. Hein, parce que quand on va maintenant dire, mais c'était quand il y avait tel gouverneur, c'était quand il y avait tel événement, il y en a, on recoupe. Donc, il a 80 ans. Mais c'est vrai que quand on le voit fort là, on pense que voilà. Mais comme bien nous a prouvé que à 91 ans, on peut marcher tout seul,
Bah oui, bah Sassou Nguesso ne doit avoir que 80 ans. Voilà, grosso modo. Alors, donc, mais la clause a été levée. Les compétitions électorales qui vont avoir lieu en 2016 vont être très violentes. C'est le texte que je vous ai envoyé. Alors, trois personnalités politiques vont se démarquer. D'abord, le président sortant, Sassou Nguesso, qui va être réélu. Donc, lui, c'est la force. En second, il y a un général qui est maintenant en prison, Jean-Marie Michel Mokoko, J3M. Il est toujours, oui. Qui était donc, lui, c'est le technocrate. C'est un Saint-Cyrien, c'est quelqu'un, voilà. Mais lui, assez bizarrement, il va être nommé Moïse à la place de Kolela, qui était mort entre-temps. Et, en fait, le fils de Moïse se présente aussi. Et lui, on va le surnommer Josué. Alors, si on est dans l'histoire biblique, Josué, c'est lui qui fait arriver au paradis. Mais le problème de Josué, c'est que les élections d'après, il meurt le jour des élections. Bon, alors le cas du Congo permet de rajouter en fait quelques éléments à notre réflexion pour saisir le fait électoral. Tout d'abord, c'est pour ça que j'ai insisté dessus, l'importance de saisir qui sont ces personnages-là. Par exemple, là, l'un des dispositifs, c'est les trajectoires de légitimité, parce que ça interfère, ça intervient dans la construction de la légitimité de l'élu. C'est pas n'importe qui l'élu, en fait, grosso modo. Et puis là, alors, pour certains, on peut situer donc le vote dans le cadre de cette procédure de parcours, de trajectoire de légitimité. Alors, ici, ce qui est important, mais ça répondait à la question d'Alice tout à l'heure, c'est en fait la nécessité de dater. C'est pour ça que j'insistais sur l'idée que c'est au moment où on va faire sauter, on va commencer à dire qu'il faut faire sauter la clause des mandats, de la limitation des mandats, c'est à ce moment-là que les choses sérieuses, les choses qui renvoient au fait électoral commencent. Et donc là, il faut dater, il faut dire que voilà, je décide que c'est ce moment-là où ça commence. Il faut le dire clairement. Et puis après, effectivement, on a discuté tout à l'heure déjà qu'il y a aussi la nécessité de dater la fin pour pas être dans ce que c'est vous ou non, c'est vous qui avez dit, pour avoir l'impression qu'on est tout le temps dans un temps électoral. Il faut aussi dater la fin. Donc ici, avec le cas du Congo, c'est un peu ce que j'essaie de voir. Voilà. Donc, vous voyez, dans ces cas, on a quelque part des choses qui vont renvoyer vers ce que j'appelle des formes de consentement, ce qui fait que ça va de soi, quelque part, qu'on obéisse, même si on va crier contre le chef, mais toujours est-il qu'on obéit, même si on l'aime pas, on obéit, on consent. Parce que, voilà. Et de l'autre, on a aussi ce que je vais appeler des intrigues, puisqu'on a vu quelque part des retours des phénix, peut-être, quelque part des zombies au pouvoir, quelque part des fils d'eux, etc., etc. Voilà. Mais tout ça, en fait, à l'intérieur du fait électoral. Mais c'est, quand je dis intrigue, c'est des manières, effectivement, de narrativiser ce passage des formes de consentement
social à des formes de consentement politique.